L'anime d'aujourd'hui se déroule dans la prison la plus sécurisée, située sur une île isolée dont personne n'a jamais réussi à s'échapper vivant. Cependant, l'un des prisonniers de Cella 13, utilisant ses capacités secrètes, décide de s'échapper de cet enfer avec ses amis. Un surveillant ordonne la fermeture de toutes les issues de secours, mais les détenus sont très habiles et parviennent à passer une porte métallique. L'un des détenus qui porte une jolie casquette bleue utilise une carte pour révéler les pièges laser invisibles et entraîne les autres avec des mouvements parfaits. Jusqu'à ce qu'un autre détenu en chemise noire rayée découvre facilement le mot de passe nécessaire pour désactiver tous les pièges. Et après avoir déclenché d'autres pièges, il traverse un conduit rempli de gaz somnifères pour ensuite échapper à une boule géante et éviter de peu un piège à choc. Et finalement, ils reviennent en sécurité par le même tunnel. Le directeur et le superviseur sont furieux et envoient un homme nommé Yamato pour les arrêter. Yamato poursuit les détenus, mais il a un terrible sens de l'orientation et même en lui demandant où il doit aller, il se perd immédiatement. Pendant ce temps, les détenus poursuivent leur évasion sans interruption et rencontrent bientôt un groupe d'hommes armés. L'un des détenus, Nico, saute pour sauver son ami. Il finit cependant par être touché. Cependant, il se rend vite compte qu'il a été touché par une injection de tranquillisant et cela ne l'affecte heureusement pas. Alors que les hommes armés étaient là, choqués que leur tir n'ait pas fonctionné, Nico et son ami ont profité de la distraction et ont pris la fuite, réussissant à s'échapper. Peu de temps après, il rencontre une meute de chiens mortels. Mais Nico adore les animaux, il peut donc facilement les apprivoiser. Après cela, ils atteignent enfin une immense porte de fer qui les sépare de la liberté. Cependant, leurs espoirs sont déçus lorsqu'ils trouvent un superviseur qui les attend dehors. Ils attaquent immédiatement le superviseur de toute leur force. Mais le surveillant est bien plus fort et finit par tous les tabasser, puis les renvoyer en prison. C'est l'endroit où ils pourriront et paieront pour leurs crimes. Et curieusement, les détenus ne sont pas trop mécontents de retrouver leurs cellules. Parce que comparé à d'autres prisons, celle-ci offre de la bonne nourriture, d'immenses baignoires et des équipements d'exercice. Bref, ils ont pratiquement tout ce dont ils ont besoin, sans même avoir à payer pour cela. Quelque temps plus tard, Jugo, le prisonnier numéro 15, tente à nouveau de s'évader. Mais il est rapidement capturé et envoyé en prison. Une fois à l'intérieur, il parle aux autres d'une mystérieuse bombasse qu'il a vue en chemin. Alors ces hommes à l'esprit sale se précipitent immédiatement au parloir pour y trouver la jolie fille avec le surveillant. Ils se demandent comment un superviseur comme lui peut convaincre une si belle femme. Cependant, ils se rendent vite compte que cette belle femme a un énorme jouet sous sa belle tenue. Parce qu'elle est en fait le frère cadet du surveillant. Soudain, le superviseur est appelé par son supérieur. Alors il part et profitant de l'occasion, Jugo essaie de draguer le frère cadet du surveillant. Car pour lui, ce qui compte, c'est l'apparence. Et comme le frère cadet du surveillant est très beau, Jugo l'aurait facilement. En réponse, elle demande rapidement pourquoi il porte ce collier élégant. Et soudain, Jugo se met très en colère. Et toute votre envie de discuter avec ce magnifique fanbois s'en va. Et il affirme que ces menottes lui ont été placées par un homme avec une vilaine cicatrice rouge sur le cou. Et la seule raison pour laquelle il s'est laissé arrêter était pour retrouver cet homme laid et se venger. Le lendemain, à la prison de Nambaga, le surveillant vérifie la cellule 13 et constate la disparition de Jugo. Naturellement, il suppose qu'il a dû tenter à nouveau de s'échapper. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Jugo fait juste une sieste dans la salle de nuit. Furieux, le superviseur demande des explications. Et Jugo dit avec désinvolture qu'il s'est échappé parce que ses compagnons de cellule ronflaient trop fort. Et comme si cela ne suffisait pas, Yamato, l'idiot, était occupé à s'entraîner au lieu de les regarder. Après cela, nous voyons les prisonniers vanter le fait que la nourriture à la prison de Nambaga est de loin supérieure à celle de n'importe quelle autre prison. Le cuisinier, qui est un homme très mignon malgré sa taille, a entendu ces éloges. Et son enthousiasme face aux louanges de chacun le conduit à jeter un gâteau sur leur table en guise de remerciement. Après avoir profité du superbe cadeau du patron, les détenus tombent sur un Rubik's Cube. Et Jugo le résout rapidement en quelques secondes, impressionnant tout le monde. Ne voulant pas abandonner, un autre détenu désespéré de le surpasser confie à Jugo un casse-tête beaucoup plus difficile. Cependant, il le résout tout aussi facilement, laissant le challenger furieux et s'interrogeant sur ses choix de vie. Le contremaître, fatigué de leur pitrerie, met tout le monde au travail pour construire des meubles. Et Jugo se plaint en disant que cette tâche est ennuyeuse. Mais le superviseur lui dit de ressembler davantage à Nico, qui est celui qui construit un robot en bois plutôt qu'en meuble. Et cela finit par mettre en colère le superviseur, qui attaque et bat immédiatement Nico jusqu'à ce qu'il le laisse inconscient. Et tout devient encore pire lorsqu'un autre détenu s'en charge. Et maintenant, c'était au tour de Jugo d'exhiber fièrement le meuble qu'il avait fabriqué. Il impressionne le superviseur pendant 2 secondes et la joie du superviseur s'estompe lorsque Jugo appuie sur un bouton, révélant un tiroir qui s'ouvre automatiquement et sort, le frappant carrément au visage. Cela détruit le moral de tous les superviseurs. Il se rend donc chez son assistant pour lui expliquer à quel point ils sont foutus si le directeur découvre les pitreries de la cellule 13. C'est à ce moment-là que Jugo apparaît joyeusement et dit que ce serait assez embarrassant pour eux. Furieux, le surveillant le menotte et demande à son assistant de vérifier si quelqu'un d'autre s'est échappé de la cellule. Plus tard, après un court déplacement, le superviseur rencontre le directeur. Il croise un groupe d'évadés du cirque, ignorant complètement leurs avertissements concernant le directeur étant occupé. Il entre dans son bureau et lui remet quelques dossiers, ignorant qu'elle est une femme secrètement amoureuse de lui. Il se touche accidentellement et elle peut à peine garder son calme. C'est à ce moment que son garde, désemparé, s'en prend au superviseur, pensant qu'il a dérangé son patron. Mais le superviseur l'écarte sans effort et retourne à son travail. Après ces absurdités, le directeur et le surveillant parlent des détenus, en commençant par Nico, le détenu 25 ans. Il s'avère que Nico a été arrêté pour toxicomanie et la principale raison
raison pour laquelle il s'est évadé de sa dernière prison était parce qu'il déteste les aiguilles et dans les autres prisons on lui faisait des injections pour ses allergies alimentaires. Dans la prison de Nambaga, il donne des médicaments par voie orale. Alors ici, il reste silencieux, ce qui fait de lui un prisonnier facile à gérer. Ensuite, il parle du détenu 69. Il a été arrêté pour émeute de gang mais s'est évadé de son ancienne prison parce que la nourriture était trop mauvaise. Il a été un prisonnier normal à Nambaga parce que la nourriture ici est bien meilleure. Ensuite, il y a le prisonnier 11 qui a été arrêté pour avoir dirigé un casino clandestin. Et bien, ici au Brésil, plusieurs influenceurs sont arrêtés à cause de cela. Même ainsi, si l'un de ces bookmakers me payait bien, je le divulguerais. Mais seulement s'il me payait en paquets de biscuits. Et en parlant du détenu 11, il s'est évadé de sa dernière prison parce qu'il voulait avoir un rendez-vous torride avec une fille au hasard. Et après cela, il parle enfin du jugement. Détenu numéro 15, connu comme le roi des évasions. Il a été arrêté pour vol. Et il s'est rapidement évadé de sa première prison le jour même de son arrivée. Et lorsque le directeur lui demande pourquoi il continue de s'enfuir, le superviseur répond avec un sourire aux lèvres, disant que s'enfuir est le passe-temps de ce salaud. Le lendemain, Hajim est arrêté par son assistant déprimé qui se plaint que les détenus de la cellule 13 le harcèlent jour et nuit. Et Hajim lui dit d'être un homme et d'arrêter de pleurer. Mais l'assistant continue de parler de son horrible expérience avec les détenus. Hajim le gronde alors, lui disant de ne pas avoir peur d'eux et de riposter si nécessaire. Mais le pauvre homme n'arrête pas de pleurer et raconte qu'on se moque constamment de lui, ce qui lui donne envie de quitter son travail. Hajim lui dit qu'abandonner n'est pas la solution et qu'il devrait être fier d'être gardien de prison. Il dit que pouvoir conserver son emploi ici signifie qu'il peut tout faire de sa vie. Et pour l'aider, Hajim lui propose alors d'utiliser les faiblesses des détenus contre eux. Il commence par le détenu 11, The One, dont la principale faiblesse réside dans les belles femmes. Et lui offrir un magazine rempli de femmes attirantes devrait l'occuper pendant un moment. Quant au détenu 69 ans, Rocky, obsédé par la nourriture et les combats, tout ce qu'il faut lui offrir, c'est un menu passionnant pour l'occuper. Pour le prisonnier 25, Nico, le plus facile à gérer, il leur suffit de s'occuper d'un seul anime à regarder. Et enfin le prisonnier numéro 15, Jugo, est le plus difficile car s'évader de prison est son seul passe-temps. Pour garder le Jugo sous contrôle, ils doivent gérer les détenus restants avec soin. Et après avoir donné une longue conférence sur la façon de contrôler les prisonniers, Hajim retourne à son travail. Il rencontre le directeur qui l'informe de l'arrivée d'un nouveau détenu et lui demande de le placer dans la cellule 13. Ils discutent de l'influence que ce nouveau prisonnier peut avoir sur les autres et parlent même du passé de Tsukumo qui s'enfuit toujours après avoir été capturé. Et quand Hajim quitte le bureau du directeur, il rencontre son assistant qui est excité et raconte comment il a réussi à occuper les prisonniers en suivant les conseils qu'il a donnés. Hajim lui parle alors du nouveau transfert et bientôt les prisonniers de la cellule 13 apprennent l'arrivée du nouvel arrivant et se demandent qui sera leur nouveau compagnon de cellule. À ce moment-là, Tsukumo arrive à la manière d'un ninja, laissant les détenus fascinés. Tout le monde sauf Jugo est enthousiasmé par ses tours de ninja et lui souhaite la bienvenue. Cependant, Jugo affirme que tout cela n'est qu'un canular. En réponse, Tsukumo partage ses tactiques de ninja supérieures mais Jugo refuse toujours de croire qu'il est un vrai ninja. Tsukumo défie ensuite Jugo à une compétition d'évasion cellulaire afin qu'il puisse prouver qu'il est un vrai ninja en le battant. En fanfare, Jugo le jette à terre avant d'accepter la compétition. Plus tard, lorsque l'assistant vérifie les détenus, il l'ignore froidement, ce qui l'amène à retourner voir Hajim pour se plaindre à nouveau. Pendant ce temps, Jugo et Tsukumo commencent leur compétition. Avec Tsukumo suivant Jugo en utilisant la technique dite du ninja de l'ombre, le reste des détenus se rassemblent pour les regarder et les encourager et Jugo commence par crocheter les serrures de la porte et joue une carte pour désactiver les pièges laser, tandis que Tsukumo le suit simplement comme un chiot désemparé. Bientôt, il se retrouve face à face avec Hajim et Tsukumo essaie de démontrer ses excellentes techniques de ninja mais il maîtrise Hajim qui le frappe simplement et le jette de côté comme un cafard. Et sans se laisser décourager, Tsukumo essaie des techniques encore plus inutiles. Il lance des feuilles et des lames de ninja mais dans sa maladresse, il parvient à se piéger avec ses propres mouvements stupides de ninja. Plus tard, Hajim et son assistant analysent attentivement les images de vidéosurveillance et découvrent que Tsukumo a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver toutes les caméras cachées et à atterrir sur chacune d'elles comme s'il était un grand artiste. Hajim décide qu'il devrait transférer ce type ennuyeux à Sad 11 et mettre fin à cette dispute entre lui et Jugo. Le lendemain, Yamato fait irruption dans le Sceau 13 et annonce aux prisonniers que demain c'est le réveillon du nouvel an et qu'il y aura des décorations et du nettoyage à faire dont, bien sûr, les prisonniers sont responsables. Pendant ce temps, Hajim se rend au bureau du directeur pour faire le ménage et le réalisateur ne peut s'empêcher de l'admirer, se sentant de plus en plus mouillé. Plus tard, elle se dispute avec les superviseurs au sujet du tournoi du nouvel an à la prison de Nambaga où tout le monde défie Hajim, affirmant que sa victoire l'année dernière était le fruit du hasard. En prison, les détenus de Cella 13 se souviennent également des événements de l'année précédente. Ils se souviennent des bons souvenirs qu'ils avaient dans cette prison et décident de s'évader à nouveau pour marquer le début de la nouvelle année. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour entendre les annonces du tournoi du nouvel an. Un des surveillants lit les noms des participants et explique les règles. Les détenus et les responsables de la prison de Nambaga vont se battre. Ils forment également des équipes et chaque membre de l'équipe gagnante est généreusement récompensé pour sa victoire. Les gardiens reçoivent une prime tandis que chaque détenu de l'équipe gagnante peut choisir un article de son choix. Dès qu'ils entendent cela, les détenus du siège 13 deviennent excités et courent vers Hajim, le suppliant de les accepter comme coéquipiers. Cependant, l'assistant les informe que cette décision appartient au directeur. Heureusement pour eux, la réalisation
réalisatrice abuse complètement de son pouvoir et inscrit les détenus de Cella 13 dans le tournoi. L'un des gardes, accompagné de son équipe, s'approche de Hajime et se moque de lui parce qu'il est coincé avec les détenus de Cella 13. Le reste des gardes apparaît également et tout le monde s'implique dans une compétition dénuée de sens pour savoir qui est le meilleur. Cette absurdité continue depuis un certain temps, offrant des divertissements gratuits aux détenus. Bientôt, le premier événement est annoncé et le commentateur révèle qu'il s'agit d'un concours de calligraphie. Les détenus sont horrifiés d'entendre cela et se tournent vers Jugo, espérant qu'il pourra les aider à passer ce tour. Jugo sort gracieusement son pinceau et commence, mais ils se rendent vite compte à quel point il est pathétique. Tout le monde est gêné de réaliser que Jugo n'est bon que pour s'évader de prison et n'est bon pour rien d'autre. Heureusement, les gardes, Yamato et Hajime, impressionnent tout le monde avec leur parfaite compétence en calligraphie. Les détenus sont étonnés lorsque le surveillant les informe que les deux gardes sont des gardes calligraphes agréés et grâce à Hajime, l'équipe passe au tour suivant, assurant la première victoire de la cellule 13. D'en haut, le réalisateur regarde et est enchanté, souhaitant profondément que Hajime écrive son nom. L'annonce du deuxième événement est faite. Fondamentalement, ce qu'ils devront faire est une compétition de claquage de mochi et de chute de Daruma. Ceux qui connaissent la culture japonaise savent ce que c'est, et ceux qui ne la connaissent pas ne le savent pas. Et apparemment, les équipes doivent terminer le mochi sans laisser Daruma tomber au sol. Il s'agit d'une compétition de force et d'endurance. Yamato apporte un énorme marteau et le tend au joug qui le laisse immédiatement tomber, incapable de supporter son poids. Mais Rock parvient à le soulever et accompagne Yamato pour participer. Yamato lui dit de garder Daruma pendant qu'il s'occupe des coups. Rock fait face à Liang, que je pensais être une femme, mais qui est un homme, et c'est un ancien compagnon de cellule du bâtiment 5 qui cherche à se venger. Liang apparaît de nulle part et frappe furieusement l'un de ses blocs, laissant Rock choqué. Il s'insulte et commence à se battre. Ensuite, Liang brise son marteau et affronte Rock, tandis que Yamato fait face à un adversaire les mépuissant. L'adversaire attaque Yamato de toutes ses forces, tandis que Liang attaque Rock avec sa fureur, expliquant qu'il a été vaincu par Rock il y a longtemps et que depuis lors, sa mission dans la vie a été de s'entraîner dur et de le vaincre. Mais malheureusement pour Liang, Rock est trop occupé, rêvant d'un four en pierre qu'il réclamera comme prix s'il remporte le tournoi, ce qui déroute tous ses amis. Ils ne comprennent pas pourquoi il lui demande un objet aussi inutile, alors que dans cette prison, il peut faire pratiquement tout ce qui est bien par son patron. Et après avoir échangé quelques coups, Rock assomme Liang d'un seul coup de poing et l'expulse du tournoi. Inspiré par cela, Yamato adopte une approche plus agressive et remporte également son combat d'un seul coup de poing, propulsant son adversaire dans le ciel. De cette façon, la cellule 13 remporte ce tour et passe au suivant. Et le prochain événement est un jeu de cartes, dans lequel Uno et un autre superviseur se battront pour représenter la cellule 13. Avant le match, le superviseur actuel demande si Uno sera capable de se débrouiller seul ou s'il doit lui expliquer les règles. Encore une fois, ce n'était pas nécessaire, et dès le début du match, l'actuel superviseur affronte son adversaire qu'il sous-estime clairement. Et lorsque le surveillant qui semble faible mais fort remporte le match, son adversaire est choqué par sa force. C'est maintenant au tour d'Uno, et il semble avoir des difficultés avec son adversaire actuel. Il se débat pendant un moment, incapable de suivre son rythme et celui de son coéquipier. Ils se moquent tous les deux de sa lenteur, mais soudain Uno a une idée. Lorsque le chef de l'autre équipe se moque d'Uno parce qu'il n'a pas encore réussi et qu'il envisage de tricher, le jeu dit à cet homme qu'Uno est un génie et qu'il n'a pas besoin de tricher pour gagner. Au moment où il dit cela, Uno change rapidement de tactique et bat son adversaire en lisant son langage corporel. L'ami de l'adversaire entre en scène, et une fois de plus, Uno surrend tout le monde en gagnant. En utilisant la même technique de lecture du langage corporel, les adversaires deviennent très en colère. Son ami tente de le calmer, mais Uno les bête à nouveau, qualifiant ainsi son équipe pour le tour suivant. Pendant ce temps, Nico croise quelqu'un qui semble flotter pendant qu'il prend ses médicaments. Paniqué, il retourne vers les autres, laissant ses médicaments derrière lui, et raconte à Hajime l'incident, mais Hajime ne le croit pas. Ensuite, le troisième événement est annoncé, qui est une bataille de pions, semblable à une bataille de Beyblade, mais avec des pions surdimensionnés. Les équipes doivent placer leurs pions en rotation au centre de la scène et trouver un moyen de renverser le pion adverse. Le commentateur annonce les équipes enceintes et qui elles affronteront, faisant des commentaires sarcastiques et insultant tout le monde. Les concurrents sont furieux et prêts à affronter leurs adversaires. À ce moment, le commentateur annonce un nouveau couple, et Nico reconnaît rapidement l'un d'eux comme étant le type flottant. Il tire la chemise de Hajime, lui demandant de le regarder, et Nico saute avec enthousiasme de son siège et pousse accidentellement Hajime au sol, tout en demandant à tout le monde de surveiller de près l'homme flottant. Hajime devient furieux et se lève rapidement et frappe Nico à la tête pour son comportement imprudent. En conséquence, Hajime et Nico sont obligés d'entrer dans le match contre leurs adversaires. Le combat commence avec les adversaires se dirigeant directement vers Hajime, car ils savent déjà qu'il est le plus fort des deux. Nico se met en colère et les frappe tous les deux avec une balle de fer, les réprimandant pour avoir attaqué 2 contre 1 et commence à leur faire la leçon. Il reprend courage lorsqu'un des adversaires, celui qui porte des lunettes, escalade le mur du tournoi et décide de faire une sieste. Nico confronte alors le gars qui flotte et le supplie de lui apprendre à flotter. L'homme ne semble pas lui donner d'idée, mais Nico n'abandonne pas et continue de le harceler en le traitant de maître. Finalement, le combattant se fatigue et propose de guider Nico s'il gagne. Nico s'enthousiasme et promet de prouver sa valeur. Pendant ce temps, Hajime combat le singe et le combat continue pendant un certain temps. Et tout cela est soigneusement observé par le réalisateur qui souhaite même se battre physiquement avec Hajime, rêvant des 2 combats nus sur un lit. Oui, cette réalisatrice est folle amoureuse de lui et chaque fois qu'elle le regarde, elle tombe encore plus amoureuse.
dangereuse. Pendant ce temps, Hajime jette son adversaire au sol et charge en avant, mais le type flottant l'attaque par derrière dans un mouvement à la manière de Goku. Nico est complètement impressionné par son futur mentor, et même après que Hajime ait mis son adversaire de côté, Nico continue de le féliciter, disant que son mentor est très bon, ce qui irrite grandement ses coéquipiers. Nico supplie le gars flottant de lui apprendre à utiliser son mouvement et se montre en copiant la technique que Liang a utilisée auparavant contre Rocky. Le flotteur est impressionné par le fait que Nico puisse copier, voire perfectionner une technique rien qu'en l'observant quelques instants. Le jeu et d'autres discutent de la capacité insensée de Nico à imiter parfaitement quelque chose qu'il trouve cool. Poursuivant le combat, Nico et le gars flottant s'attaquent, mais Nico finit par le renverser, mais insiste toujours pour qu'il devienne un disciple du gars qu'il a vaincu. L'ami du type flottant qui se détend au sommet dit à Nico que le type flottant est en fait celui qui devrait devenir son disciple, puisque la seule raison pour laquelle il est entré dans le tournoi était de trouver un maître dit. Nico s'enthousiasme, saute de haut en bas, demandant à être choisi comme son mentor. Il révèle ensuite que s'il gagne le tournoi, il commanderait une console de jeux vidéo, laissant tout le monde incrédule face à sa idiotie. Pendant ce temps, Hajime continue son combat contre le singe, qui n'arrête pas de se battre. Le singe accuse Hajime d'avoir caché quelque chose sur les détenus de Cella 13 et affirme que Hajime a menti au directeur lorsqu'il a déclaré qu'il n'y avait aucun problème à Cella 13. Et je n'appelle ce type que singe parce qu'il a un look inspiré des singes, il suffit de regarder l'anime et vous comprendrez. Après avoir été accusé de dissimulation d'informations, Hajime devient furieux, soulève son ennemi par le col et le jette sur le côté, obligeant les autres équipes à utiliser cette distraction pour s'attaquer. Hajime continue de battre le singe sans pitié, tandis que le réalisateur profite de cette belle scène pour fantasmer avec lui des scénarios romantiques. La bataille continue et Nico tente de convaincre le type flottant de l'accepter comme disciple. Et pendant ce temps, Hajime gagne le combat contre son adversaire et Nico gagne bientôt aussi, en imitant les mouvements de son ennemi. Ainsi, Cella 13 remporte ce tour et passe au tour final, et Nico, après avoir essayé d'imiter les mouvements de son ennemi, finit par s'évanouir d'épuisement dans les bras de Hajime. Après cela, alors que tout le monde se prépare pour le tour final, la réalisatrice est enfermée dans son bureau, lisant secrètement un livre et rougissant beaucoup. Un de ses gardes entre, lui demandant de se préparer à superviser le concours, et lui arrache le livre des mains. Et il est surpris de voir que ce livre regorge de recettes desserts et salés. Et elle le reprend rapidement et le place sur sa poitrine, prétendant qu'elle était en train de lire le livre parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Mais en réalité, elle apprenait à réaliser ses fantasmes non partagés impliquant Hajime. Peu de temps après, elle retrouve son visage froid et autoritaire et part pour le tournoi avec le gars. En chemin, ils discutent des tours précédents et expliquent comment Hajime a remporté la victoire. Et ils en viennent à croire qu'il pourrait faire la même chose cette année. Mais le directeur l'interrompt en expliquant que le but de ce tournoi est de montrer la force des gardiens et de rappeler aux détenus leur place, en les maintenant dans une sorte d'échec et mat. Le garde la taquine à propos de Hajime, et elle devient furieuse, le jetant dans le ciel et courant après lui. Pendant ce temps, le singe et un autre participant vaincu sont à l'hôpital et discutent de leur perte tragique. Et l'autre prisonnier mentionne une certaine personne qui peut fabriquer toutes sortes de médicaments et de remèdes. Le garçon singe se souvient de son combat avec Hajime et se demande comment Hajime l'a vaincu si facilement. Soudain, il se souvient de cet homme qui lui avait proposé une drogue pour combattre Hajime et Nico. Cependant, cela n'a pas fonctionné car à la fin, Nico était obsédé par la drogue dans le passé, ce qui a fini par le rendre immunisé contre les drogues et les empoisonnements. De retour au tournoi, le commentateur annonce le prochain événement. Le directeur félicite les derniers participants et annonce l'événement final, qui est un concours d'ouverture de fût de saké. Le but est d'ouvrir un tonneau géant de saké et il s'agit d'un événement en équipe de 2, avec un gardien et un détenu par équipe. Jugo a été littéralement forcé de participer par l'un de ses compagnons de cellule, tandis que Hajime charge Yamato de concourir. Cependant, le garde adverse n'approuve pas et met Hajime au défi de participer à sa place. Hajime refuse, affirmant qu'il est très fatigué de la veille. En entendant cela, la réalisatrice rougit et se laisse une nouvelle fois emporter par ses fantasmes sur Hajime, admirant son physique. Hajime refusait toujours de participer et un autre garde s'est rendu sur place et a demandé au directeur de le forcer à participer. Elle lui lance rapidement son fameux regard mortel, mais intérieurement elle est très excitée de voir Hajime en action et incapable de résister à son regard. Hajime finit par accepter à contre-séure de participer. Mais il participera. Le garde aux cheveux blancs est furieux que Hajime ait été si facilement convaincu par le réalisateur. Il devient méfiant, se demandant si Hajime essaie de la convaincre. Cet homme ne connaît pas les véritables sentiments du réalisateur et il commence donc à imaginer beaucoup de choses absurdes. Pendant ce temps, Jugo est choqué lorsqu'il rencontre son adversaire, qui dans ce cas est son ancien compagnon de cellule, celui qui est obsédé par l'obtention des menottes de Jugo quoi qu'il arrive. La compétition commence et tout le monde se précipite pour prendre position, et Jugo est immédiatement arrêté par son adversaire aux cheveux orange qui lui donne un jeu. Jugo se lève, irrité, et lui fait à nouveau face. Tout le monde est intrigué par le fait que ce type a les yeux couverts. Pendant ce temps, Hajime tente de partir, mais son adversaire le ramène dans le combat. Fatigué de cela, Hajime dit qu'il peut conserver le titre car il n'est pas intéressé. Mais l'adversaire estime que le réalisateur ne l'aimera que s'il parvient à vaincre Hajime dans le tournoi. L'adversaire entraîne alors Hajime dans le combat à l'aide d'une corde, mais Hajime se relève et l'attaque à toute vitesse. Il sort son arme et la pointe sur le gars, déclarant qu'il n'a aucun intérêt à gagner. Pendant ce temps, Jugo lutte pour se défendre de son adversaire et le poursuit à la recherche de réponses. Hajime sort une autre arme, étourdissant son adversaire qui est choqué de le voir armé.
désormais. Ce que l'adversaire ne réalise pas, c'est qu'il utilise une boîte appelée Head qui regorge d'objets utiles pour la compétition. Le commentateur révèle la boîte et annonce que n'importe qui dans l'une ou l'autre équipe peut utiliser son contenu pour combattre. Le type aux cheveux blancs est furieux de ce nouvel ajout et Rajim en profite pour lui tirer plusieurs balles en caoutchouc. Lorsque le type s'approche, le réalisateur rougit et l'applaudit comme un adolescent amoureux, pâmé d'amour pour Rajim. La bataille continue, les deux camps utilisant diverses armes, mais Rajim garde le contrôle. Même si tout le monde s'attend à ce qu'il gagne facilement, tout le monde s'inquiète davantage pour Jugo qui se bat toujours contre son adversaire. L'ennemi du joue le nargue, le traitant d'inutile et affirmant que même un homme handicapé a plus de force que lui. Il dit qu'il s'est arraché les yeux et les a collés dans le dos de la personne qu'il aimait le plus pour voir à quoi elle ressemblait à l'intérieur. Et depuis, il utilise ce bandeau pour cacher ses cicatrices. Et à mon avis, cela semble tout à fait faux. Pendant ce temps, Rajim frappe son ennemi pour le faire abandonner rapidement. Mais il est le seul hétéro dans cette prison et son entêtement le pousse à rester debout car il veut désespérément impressionner le directeur. Il la regarde, espérant qu'elle le verra comme un homme s'il bat Rajim. L'homme le plus hétéro de cette prison lance alors une technique spéciale qui rend ses coups invisibles, réussissant à infliger une coupure à Rajim. Le public est curieux de ce nouveau mouvement et le singe qui regarde dans les gradins remarque que son adversaire déplace le fouet à une vitesse incroyable, le rendant presque invincible et difficile à esquiver. Pendant ce temps, Jugo est froidement battu, tout comme mon ami Medigo, après avoir qualifié la femme d'un bodybuildé de délicieuse. Et maintenant, le crâne de Jugo était presque divisé en deux, de la même manière que celui de mon ami Bégard. Votre adversaire vous pousse contre le mur, vous menaçant de lui prendre ses menottes. Rajim analyse la situation de loin, se demandant comment intervenir, mais le type aux cheveux blancs continue d'utiliser sa technique du fouet invisible. Cependant, Rajim, déjà las de cela, lit complètement le langage corporel de son ennemi et contre-attaque, lui délivrant des coups précis qui le renversent. La foule applaudit Rajim et le réalisateur est particulièrement excité, prêt à atteindre le point culminant à tout moment. Pendant ce temps, Jugo continue de se battre contre le type aux cheveux orange qui exige que Jugo enlève ses menottes. Cependant, Jugo répond que c'est presque impossible et qu'il a déjà essayé d'innombrables fois. Le gars aux cheveux orange rit et commente que la seule personne qui peut les enlever est l'homme aux cicatrices. En entendant cela, Jugo devient tendu car c'est l'homme avec les cicatrices sur le cou qui lui a mis les menottes et depuis lors, il est incapable de les retirer. Puis, après avoir entendu parler de l'homme aux cicatrices, Jugo se met en colère et commence à donner des coups de poing incontrôlés. Le type aux cheveux orange lance son attaque pyrotechnique et tout le monde attend le résultat avec impatience pour voir Jugo projeté à terre. Cependant, il rassemble toute sa volonté et se lève, libérant une aura sauvage et puissante. Le gars aux cheveux orange demande pourquoi Jugo est si déterminé à traquer l'homme aux cicatrices et Jugo traite cet homme d'homme sacrément méprisable pour avoir joué avec son corps et lui avoir imposé ses contraintes. Il dit qu'il ne lui pardonnera jamais et qu'il le détruira dès qu'il en aura l'occasion. Alors que le tournoi se déroule, Tsukumo est laissé seul dans sa cellule lorsque Yamato arrive pour l'escorter jusqu'au parloir avant de retourner au tournoi. Tsukumo est surpris que quelqu'un veuille lui rendre visite. Cependant, après avoir rencontré son visiteur, Tsukumo essaie de partir immédiatement, mais l'homme l'arrête et lui demande comment les choses se passent. Tsukumo s'assoit et demande comment le visiteur l'a trouvé. L'homme rit, révélant qu'il n'a eu aucun problème car il est le manager de Tsukumo. Il découvre que Tsukumo a été secrètement arrêté et transféré, mais pour dissimuler le fait, il a inventé une histoire sur sa disparition et a trompé tout le monde. Tsukumo dit qu'il devrait être renvoyé pour cela, mais le manager refuse, insistant sur le fait que Tsukumo ne devrait pas être en prison. Le manager s'enthousiasme alors, s'exclamant que puisque tout le monde pense que Tsukumo a disparu, quand il partira, il attirera beaucoup d'attention et recevra plusieurs offres d'emploi. Tsukumo, cependant, lui dit qu'il ne mentira pas au monde et qu'il n'est plus une star, suggérant que le manager devrait chercher quelqu'un d'autre. Le manager se met en colère et dit qu'il a été difficile de le retrouver et qu'il a besoin qu'il retourne bientôt au travail. Pendant ce temps, Jugo, qui vient de s'échapper du tournoi, trouve un magnifique chaton noir, le ramasse et joue avec lui. Il dit que le chaton est le seul garde avec lequel il ne peut pas jouer. Il entend alors la voix de Tsukumo et se faufile pour écouter. Il finit par entendre Tsukumo parler à son manager. Tsukumo était furieux, accusant son manager et tous les autres d'être des ravisseurs et de le tromper, affirmant que c'était eux qui devraient être en prison et pas lui. Il accuse le manager d'avoir aidé un réalisateur qui lui a volé toute sa vie. Ce réalisateur était en réalité la mère de Tsukumo qu'il méprise profondément. Tsukumo se souvient de son passé où sa mère voulait réaliser un film de ninja, mais le réalisateur ne croyait pas au potentiel de ce type de film car il existait déjà de nombreux films de ninja. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'elle le ferait différemment en utilisant un vrai ninja comme protagoniste et pas seulement un acteur ordinaire. Elle emmena Tsukumo au plus profond de la forêt à la recherche de vrais ninjas et finit par trouver des signes de leur présence. Là, le jeune Tsukumo s'entraînait en secret, s'entraînant pour devenir un guerrier shinobi et pouvoir se protéger. Et lorsque sa mère et le gérant se sont approchés de lui, ils lui ont demandé où étaient les autres guerriers. Mais Tsukumo a refusé de révéler quoi que ce soit. Le petit Tsukumo se met alors à pleurer, expliquant qu'il n'est pas encore un shinobi et qu'il a été abandonné par les autres. Il s'entraînait dans les montagnes pour devenir plus fort et rejoindre un jour les autres guerriers. Mais il s'écarta brusquement de ses mains avec une gifle et recula d'un bond. Au lieu de s'énerver, elle lui a demandé depuis combien de temps il avait quitté son village. Et il a dit à la femme que ses parents étaient partis depuis si longtemps qu'il s'en souvenait à peine, croyant qu'ils étaient partis parce qu'ils ne valaient rien. Il a promis de devenir plus fort pour pouvoir rencontrer
rencontré ses parents un jour. À ce moment-là, sa mère l'a serré dans ses bras, pleurant en révélant qu'elle était vraiment sa mère. Tsukumo l'a cru, surtout lorsqu'elle a promis de ne plus jamais l'abandonner. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Elle voulait juste l'utiliser pour satisfaire son désir égoïste de réaliser un film de ninja. Voulant lui plaire, Tsukumo s'est entraîné dur non pas pour devenir un shinobi, mais un acteur. Sa mère a continué cette mascarade, le préparant à devenir acteur. Et maintenant que Tsukumo connaît la vérité, il la déteste tellement. Le manager lui demande ce qui ne va pas avec le fait qu'elle mente ou non. Après tout, Tsukumo a pu connaître la gloire et le succès. Il devrait lui être reconnaissant de l'avoir élevé, affirme le manager. Mais Tsukumo refuse, affirmant qu'il aurait dû devenir un shinobi. Le manager répond que Tsukumo n'a jamais été doué pour être un shinobi, mais qu'il avait beaucoup de talent naturel pour jouer. Quelque chose qu'ils ont tout de suite remarqué, et c'est pourquoi ils l'ont accueilli pour le transformer en star de cinéma. Le manager ne cesse de dire à Tsukumo qu'il est reconnaissant pour la vie qu'il a eue, avec beaucoup d'argent, de gloire et de luxe. Mais Tsukumo rejette tout cela, affirmant qu'il se porte parfaitement bien en prison. En colère, il sort en courant et trouve Jugo assis dehors avec le chaton. Jugo s'excuse d'avoir écouté et le taquine à propos de son visage, disant qu'il a maintenant enlevé son masque de ninja. Le Jou s'interroge alors sur sa vraie nature, et Tsukumo admet que même s'il aimait jouer, prétendre être quelqu'un d'autre l'a rendu populaire, mais pas à cause de qui il était vraiment, révélant que son rêve actuel est de devenir un ninja. Jugo entend tout cela en caressant le chaton, et Tsukumo lui dit qu'il n'était rien de plus qu'un simple outil pour satisfaire les fantasmes du public et qu'il ne voulait plus vivre selon ce que voulait sa mère. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il s'est enfui et s'efforce depuis lors de devenir un ninja. Mais au final, ses talents de ninja se sont révélés inutiles, ce que les détenus se sont vite rendus compte. Mais il n'était pas un mauvais acteur et il a donc réussi à faire tourner l'affaire pendant longtemps. Tsukumo révèle alors à Jugo la véritable raison pour laquelle il a été arrêté. Après s'être échappé, il est retourné au village pour reprendre son entraînement de shinobi et retrouver les autres, mais il est entré dans une propriété privée et a été arrêté pour intrusion. Il pensait que jouer le rôle d'un condamné évadé serait amusant, mais cela l'a conduit à la prison de Nambaka. Jugo trouve cette histoire hilarante et stupide, alors il demande à Tsukumo s'il envisage de partir bientôt. Mais Tsukumo dit non. Il révèle qu'il se sent à l'aise ici, où il peut être lui-même. Jugo lui donne quelques conseils, lui disant qu'il n'a pas besoin de se montrer à qui que ce soit en prison et qu'ici, il peut être lui-même. Après cela, nous retournons au tournoi, où Jugo est très en colère après avoir entendu parler de l'homme balafré qui l'a menotté. Sa fureur déclenche une transformation, et ses menottes fusionnent avec son corps, et il attaque l'homme aux cheveux orange, détruisant ainsi la moitié de l'arrêt. Le directeur ordonne le contrôle des dégâts. Alors que beaucoup courent en panique, les gens sont choqués par la transformation soudaine de Jugo et par toutes les destructions insensées qu'il a causées. Le Jugo, encore plus en colère maintenant, lance une autre attaque contre l'homme aux cheveux orange, qui parvient tant bien que mal à tenir bon et à très bien se battre. Le réalisateur se demande si la transformation de Jugo est liée aux menottes, spéculant qu'elle pourrait le transformer en un surhumain. Ne sachant pas comment gérer la situation, elle ordonne aux gardiens de capturer les deux détenus. Hajime et les autres se réunissent pour suivre ses ordres, mais le type aux cheveux orange leur lance une boule de feu et continue de se battre avec Jugo. Jugo exige que le gars aux cheveux orange révèle des informations sur l'homme à la cicatrice, menaçant de lui arracher les bras et les jambes et de les lui pousser dans le derrière. Mais le type aux cheveux orange refuse de faire ce que Jugo veut, affirmant qu'il n'est pas encore assez fort pour le vaincre. Il piège le Jugo dans un cercle de feu, menaçant de le brûler vif pour finalement lui arracher les chaînes de son cou. L'un des surveillants ordonne à tout le monde d'évacuer la zone car les combats deviennent de plus en plus dangereux. Cependant, les autres détenus de la cellule 13 refusent de sortir, se cachant à proximité par souci pour Jugo. Yamato leur dit que Jugo a perdu le contrôle de lui-même et qu'il peut attaquer à la fois les gardes et les autres détenus, mais tout le monde continue de regarder, inquiet, se demandant comment ils peuvent aider. Alors que la bataille continue, un autre garde arrive sur les lieux, exigeant que les deux détenus se rendent, mais le gars aux cheveux orange le traite d'idiot et lui dit de se taire. Il lance une énorme boule de feu sur le garde, mais les autres gardes unissent leurs forces pour détourner l'attaque. Les gardiens se battent un peu entre eux, mais parviennent à avancer pour tenter de capturer les détenus. Oui, ils s'unissent, encerclent l'homme aux cheveux orange, et en réponse ils lancent une autre attaque de feu. Les gardes l'esquivent à nouveau, notant qu'il lui faut un certain temps avant de pouvoir lancer d'autres tirs. Et quand il attaque à nouveau, le singe le coince et les gardes combinent leurs armes pour finalement l'abattre. Désormais, Jugo est le seul à rester debout. Hajime le poursuit en tirant des coups de feu, mais les balles ne blessent pas Jugo. Les deux semblent être sur un pied d'égalité dans leur combat. Et incapable de voir son ami en danger, l'un descend de sa cachette et se précipite vers la bataille. Les autres le rejoignent, essayant de maîtriser le Jugo. Rock attrape Jugo pendant que les autres tentent de le calmer. Cependant, Jugo se libère et le jette de côté, exigeant toujours de savoir où se trouve le garde aux cicatrices. Ses amis confus se demandent de qui parle Jugo, mais continuent d'essayer de le retenir. Une fois de plus, le Jou les frappe et l'un le supplie de reprendre ses esprits et de se rappeler qui il est en s'approchant de lui. À ce moment-là, Hajime arrive sur les lieux, sauvant Uno et lui disant de rester à l'écart. Il frappe Jugo dans le ventre, le faisant tomber en sang. Hajime ne s'arrête pas, lançant un coup de poing après l'autre, tandis que sa cible reste là, sans défense. Soudain, le réalisateur crie à Hajime d'arrêter. Il libère donc immédiatement l'homme. Elle ordonne aux gardes d'appeler les médecins et annonce que le tournoi du Nouvel An est enfin terminé. Quelques jours plus tard, Hajime est réprimandé pour avoir réagi de manière excessive et avoir battu Jugo trop durement, et on lui a simplement ordonné de le capturer. Hajime ignore le fait, disant que tout le monde exagère, mais il l'accuse d'avoir
d'avoir mis Jugo dans un état critique et de ruiner le tournoi. Après d'autres réprimandes, Hajime tourne le dos et part pour Stade 13. Et ce qui s'est passé à la fin du tournoi, c'est que lorsque le directeur a annoncé la fin, Yamato et Hajime ont simplement cassé le service, se déclarant vainqueurs, ce qui a choqué tout le monde. Lorsqu'Hajime revient à Stade 13, Uno lui lance des choses avec colère, exigeant de savoir à quoi il pensait lorsqu'il a vaincu Jugo si violemment. Tout le monde est furieux contre Hajime, surtout Uno. Ils ont un concours de regards tendus et Uno accuse Hajime d'être prêt à tuer pour son travail. Hajime admet que c'est vrai, mais reconnaît également qu'il est allé trop loin cette fois. En entendant cela, Uno se calme un peu et dit à Hajime que même si Jugo est terrible dans la plupart des domaines comme la calligraphie, les mathématiques et le sport, il est exceptionnellement doué pour s'échapper des prisons. C'est la seule chose dans laquelle il excelle. Il partage de bons souvenirs de Jugo et insiste sur le fait qu'il n'est pas un monstre et qu'il se soucie vraiment de tout le monde. Il demande à Hajime où est Jugo, mais il part sans répondre. Dehors, Hajime s'assoit pour avoir un peu de paix. Lorsqu'un des gardes commentateurs s'approche, il délivre un message privé du réalisateur. Le gardien le lit à haute voix et dit que Hajime est suspendu pour 3 jours. Le garde se moque de lui, tandis qu'Hajime baisse la tête de honte. Après 3 jours, Hajime retourne au travail et demande à son assistant s'il y a eu des problèmes avec les détenus de la cellule 13. L'assistant lui dit que, étonnamment, les détenus se sont très bien comportés en son absence. Ils n'ont pas tenté de s'échapper une seule fois. Alors que Hajime marche, le garde aux cheveux blancs s'approche de lui et l'informe que Jugo s'est réveillé. Hajime répond qu'il allait le voir. Ils échangent des regards, s'accusant mutuellement de laisser leurs détenus se déchaîner et faire des ravages. Hajime souligne que le gars aux cheveux orange a causé beaucoup plus de dégâts avec ses attaques de feu que Jugo. Et les autres gardes informent Hajime que le détenu aux cheveux orange est enchaîné dans un autre bâtiment, refusant de parler à moins qu'il ne puisse parler à Jugo. Hajime se moque de ce fait, déclarant que le gars aux cheveux orange a clairement plus en tête qu'une conversation amicale. Mais les gardes expliquent que permettre à ces deux-là de parler pourrait les aider à découvrir l'origine de leur pouvoir. Un gardien lance son téléphone portable à Hajime, suggérant qu'il laisse au moins les deux détenus parler sur un seul téléphone. Hajime se moque du gardien qui obéit aux ordres de l'un des prisonniers, mais le gardien insiste sur le fait qu'il n'a pas le choix s'il veut obtenir plus d'informations, car ces deux prisonniers sont trop violents pour être ignorés. Plus tard, le gardien aux cheveux blancs rend visite à son détenu et lui demande s'il se sent à l'aise dans sa cellule. Le prisonnier répond en disant que si sa cellule était plus sombre, il se plaindrait. Le gardien, intrigué, demande comment il sait cela, puisqu'il est malvoyant. Et le prisonnier dit simplement que c'est une intuition et demande à parler à Jugo. Pendant ce temps, Jugo est détenu dans une situation similaire et Hajime va à sa rencontre. Hajime pose le téléphone par terre devant Jugo et coupe les images de la caméra de sécurité, demandant si Jugo veut être libéré de ses chaînes. Cela attire l'attention de Jugo, qui était resté silencieux jusque-là. Jugo répond que ce n'est pas nécessaire. Mais Hajime allume le téléphone, informant Jugo que le détenu aux cheveux orange est sur l'autre lit. Le gars aux cheveux orange commence à parler de l'homme avec les cicatrices sur le cou, révélant qu'il recherche également le même homme. Il voulait évaluer ce que Jugo savait de l'homme balafré avant de passer à l'étape suivante. Il demande à Jugo s'il a une idée de l'endroit où se trouve l'homme ou de ce qu'il fait actuellement. En réponse, Jugo serre les dents et admet qu'il ne le sait pas lui-même, révélant qu'il espérait obtenir cette information du type aux cheveux orange. Jugo explique que c'est l'homme balafré qui l'a menotté, mais à part ça, il ne sait rien de lui. L'homme aux cheveux orange demande si le seul motif de Jugo est d'enlever ses menottes, et Jugo le confirme, mais l'autre détenu n'y croit pas et se met à rire bruyamment. Jugo, sans rien comprendre, demande pourquoi le type aux cheveux orange est si obsédé par ses menottes, et le détenu aux cheveux orange explique que les menottes elles-mêmes n'ont pas beaucoup de sens pour lui, disant qu'elles ne sont qu'un moyen d'obtenir un résultat. Enfin, il l'aiderait à se rapprocher de l'homme balafré pour qu'il puisse enfin le tuer. Surpris, Jugo demande pourquoi il est allé à de tels extrêmes, et le prisonnier aux cheveux orange continue en expliquant que tout comme Jugo, l'homme avec la cicatrice au cou l'a fait souffrir, mais pendant beaucoup plus longtemps, quelque chose de beaucoup plus douloureux. Il continue en décrivant comment il a énormément souffert, luttant constamment pour comprendre son pouvoir. Un jour, un homme avec une cicatrice est apparu, se présentant comme un scientifique. Le scientifique a promis de mettre fin aux souffrances du détenu aux cheveux orange, mais ce n'était même pas proche de ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le scientifique a exploité son physique et ses pouvoirs uniques pour ses propres expériences. Le Jugo, confus, demande comment cela est possible, étant donné que ses pouvoirs de feu semblent au-delà de la science. Le détenu aux cheveux orange rétorque, disant à Jugo de penser que ses propres menottes dépassent également la science. Il poursuit en expliquant que même s'il était autrefois considéré comme un monstre en raison de ses étranges capacités, le scientifique l'a transformé en un véritable monstre. L'homme l'a modifié pour contrôler cette capacité de feu au lieu de le guérir et de le transformer en un être humain normal. Dans un accès de rage et de frustration, le détenu aux cheveux orange a tenté de tuer le scientifique avec ses flammes. Mais l'homme a facilement coupé son feu et l'a grièvement blessé en retour. Jugo demande alors si l'homme cicatrisé avait aussi des menottes comme les siennes. Et le prisonnier aux cheveux orange confirme, affirmant que les menottes du scientifique se sont transformées en lames, tout comme celles de Jugo. Furieux, Jugo comprend enfin pourquoi le type aux cheveux orange veut ses menottes, car ce n'est qu'avec elles qu'il pourra rivaliser avec le pouvoir du scientifique et le tuer. Le détenu aux cheveux orange confirme le fait et demande à nouveau les menottes de Jugo, mais Jugo refuse, lui disant que c'est une mauvaise idée. Le prisonnier, cependant, n'y voit pas d'inconvénient tant que cela lui donne une chance de se venger. Il révèle ensuite qu'il ne peut plus utiliser sa puissance de feu, car les médecins ici ont implanté quelque chose en lui comme une puce informatique qui supprime sa puissance, et il ne peut donc pas utiliser
utiliser son feu pour s'échapper de la prison de Nambaka. Une fois l'appel terminé, Jugo traite l'homme aux cheveux orange d'idiot, mais Hajime l'interrompt en disant que Jugo est un idiot encore plus grand. Il gronde Jugo, disant qu'il est vide à l'intérieur et qu'il n'a aucun but dans la vie. Même son passe-temps consistant à s'évader des prisons n'a désormais plus de sens. Hajime continue de souligner que si Jugo avait eu un désir ou un véritable motif, il aurait découvert pourquoi l'homme aux cheveux orange lui avait raconté toute son histoire, même si la raconter maintenant semble inutile. Lorsque Jugo est arrivé à la prison de Nambaka, il avait pour objectif de s'évader, mais il ne s'y est jamais pleinement engagé car il avait peur de ce qui se passerait s'il s'échappait réellement de cette prison. C'est pourquoi il continue de prolonger ses efforts pour s'échapper. Jugo essaie d'argumenter, mais Hajime lui dit qu'au fond il a peur. Il sait qu'il se rapproche de sa cible, le scientifique, et s'il voulait vraiment le retrouver, il serait parti chercher des informations au lieu de traîner en prison. N'ayant pas le choix, Jugo finit par devoir accepter, maudissant ses chaînes et réfléchissant à son enfance. À cette époque, il n'aimait ni ne voulait rien dans la vie et il existait simplement. Il se rend également compte qu'il ne se souciait pas du tournoi et qu'il n'y participait que parce que d'autres le faisaient. Il n'a jamais eu d'intérêt ni de passe-temps, mais lorsque les chaînes lui ont été imposées pour la première fois, il avait une raison de retrouver le scientifique. Cependant, c'était avant qu'il comprenne que ces menottes ne servaient en réalité qu'à lui donner du pouvoir. Il pense ensuite à ses amis et à leur but. Ils aiment même les choses les plus simples et ont un véritable but dans leur vie. Jugo avoue être jaloux d'eux, mais malgré cela, il s'est amusé avec eux tous, c'est pourquoi il n'a jamais fait beaucoup d'efforts pour s'échapper. Mais maintenant, il craint que ses amis ne le rejettent après avoir vu le monstre qu'il est devenu. Il éprouve des remords de les avoir blessés et pense même à lui couper des membres, mais Hajime le traite d'idiot et dit que se cacher de la situation ne résoudra rien. Il demande à Jugo pourquoi il est venu à Nambaka en premier lieu et au début Jugo dit qu'il est venu chercher le scientifique, mais il a ensuite réalisé qu'il se mentait. Bouleversé, il crie et demande à Hajime ce qu'il doit faire et Hajime lui dit que depuis qu'ils ont gagné le tournoi, Jugo peut demander ce qu'il veut comme prix, mais il doit décider cela rapidement. Soudain, Jugo se souvient de ce que voulaient ses amis, de leurs désirs et des choses qu'ils aimaient. Il comprend enfin qu'ils n'étaient pas vraiment heureux avant et qu'ils se nourrissaient simplement de leur bonheur. Il dit alors à Hajime ce qu'il veut, une chance. Hajime est d'accord, disant que Jugo sera pardonné pour ses actes pendant le tournoi et qu'il pourra retourner à Salle 13. Après cela, nous découvrons ce qui s'est passé pendant les 3 jours pendant lesquels Hajime a été suspendu. Tout le monde à Salle 13 a été choqué d'apprendre qu'il n'était plus leur superviseur. Au lieu de cela, le garde aux cheveux blancs, Kenshiro, avait pris le contrôle. Même les autres gardes ont été tout aussi surpris par le changement car le directeur était catégorique quant à la nécessité d'apporter des changements. Kenshiro était le plus bouleversé par la situation car il ne pouvait pas désobéir aux ordres du directeur. À contre-séure, il a commencé son nouveau rôle et effectué déjà plusieurs contrôles en Salle 13. Il a également informé les détenus des progrès de Jugo, expliquant que Jugo était soigné dans un établissement spécial et que pour l'instant il ne pouvait pas recevoir de visiteurs. Les prisonniers furent également surpris lorsqu'ils rencontrèrent les mêmes hommes qu'ils avaient vaincus lors du tournoi. Cependant, ils ont été intrigués de voir les garçons agir comme s'ils étaient grièvement blessés. Malgré des blessures mineures, les détenus, curieux, ont interrogé le médecin sur l'état des garçons et on lui a répondu qu'ils devaient attendre leur tour. Ils ont également reçu des informations selon lesquelles Nico pourrait beaucoup souffrir à cause de tout ce qu'il a fait pendant le tournoi. Ensuite, on leur a expliqué à tous que la capacité de Nico à imiter les autres aurait pu provoquer un certain type d'infection. À ce moment-là, une infirmière robot nommée Kaguya entra, ce qui fit que Jugo et Rocky tombèrent immédiatement amoureux d'elle. Ils ont commencé à la harceler pour qu'elle sorte avec eux, tandis que Nico, comme toujours pervers, lui demandait s'il pouvait dormir sur ses genoux. Le trio n'a montré aucun respect à la pauvre infirmière robot, la dérangeant constamment. Au 2e jour de suspension, les choses ont encore empiré. Un garde-roue effrayant a été désigné comme superviseur. L'ambiance est devenue plus sombre et les prisonniers parlaient de la façon dont l'absence de Jugo les avait affectés. Pour tenter de leur remonter le moral, ils ont décidé de créer un faux Jugo en dessinant sa tête sur un journal. Et le surveillant, lassé de leurs ébats, décide de leur donner une leçon sur l'aménagement de Nambaka. Il a conçu une carte complète et parfaite et lui a montré des photos des installations pénitentiaires. C'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il y a même une salle de cinéma dans la prison, mais celle-ci est à l'usage exclusif des gardiens, ce qui anéantit complètement les espoirs de Nico. Le surveillant a expliqué que les détenus étaient regroupés en fonction de leurs crimes, de leurs caractéristiques et de leurs capacités, et qu'ils étaient finalement affectés aux gardiens qui les géraient le mieux. Pendant ce temps, Uno a décidé de faire une sieste avec un faux jeu, ce qui a rendu furieux le nouveau superviseur qui lui a donné un coup de pied dans les fesses. Le surveillant décide alors de détruire les points pour tout le monde. Rock et Nico ont reçu 9 et 10, mais Uno n'a reçu qu'un 2. Furieux, Uno a eu une petite dispute avec le superviseur. À ce moment-là, l'assistant est arrivé curieux du bruit, mais les détenus ont également été impolis avec lui. Pendant cette période, malgré sa suspension, Hajime travaillait toujours sur la paperasse, ce qui inquiétait sa sœur car il travaillait trop même s'il était suspendu. Le 3e et dernier jour de suspension, un nouveau superviseur, un gardien ressemblant à un singe, a été nommé aux commandes. Il a interrogé l'assistant sur le comportement des détenus et a été satisfait de la réponse. Cependant, lorsqu'il a vérifié la cellule 13, il a trouvé les détenus endormis. Furieux, il leur a crié dessus, les traitant de paresseux et craignant d'être entraînés dans l'une des séances d'entraînement intense de Yamato, les détenus ont rapidement sauté du lit et se sont cachés. Mais Yamato les trouva bientôt et tenta de les persuader de rejoindre sa séance d'entraînement. Les détenus ont commencé à craindre pour leur vie, mais Tsukumo, cependant, s'est joint à eux avec enthousiasme
enthousiasme et a parlé de l'importance de s'entraîner pour devenir un ninja, ce qui a rendu Yamato très heureux. Les détenus, voulant désespérément éviter la formation, commencèrent à trouver des excuses, prétendant même que le Jou avait contracté une longue maladie imprononçable. Ils se rassemblèrent autour du faux Jou, lui présentant de fausses condoléances, comme s'il était déjà mort. Le superviseur actuel s'est méfié de leur comportement, et lorsque Rock a essayé de trouver une autre excuse, le superviseur a ordonné à Yamato de l'emmener. Le superviseur a également réfléchi à la performance des joueurs pendant le tournoi et a décidé qu'il était temps pour tout le monde de partir. Mais Uno s'est caché derrière Nico en signe de défi. Le superviseur hésita, ne voulant pas mettre Nico en colère et provoquer une autre explosion comme celle survenue pendant le tournoi qui l'obligerait à écrire des excuses aux officiels. Rock, sentant la tension, révéla que Nico avait pris ses médicaments ce jour-là, assurant au superviseur qu'il se comporterait normalement. Cependant, Rock voulait toujours qu'Uno et Nico le rejoignent dans son destin. Yamato a ensuite forcé les détenus restants à suivre une séance d'entraînement intense jusqu'à ce qu'ils soient presque épuisés. Ainsi, les 3 jours de suspension de Hajime sont passés et nous sommes revenus au présent. Le Jou fut enfin libéré de son confinement et profita du ciel bleu clair après si longtemps. Hajime l'a traîné jusqu'au bâtiment 13 et en chemin, le Jou a demandé pourquoi le détenu aux cheveux orange lui avait dit toutes ces choses. Hajime a admis qu'il ne le savait pas, mais qu'il avait une bonne idée. Le gars aux cheveux orange voulait que le Jou s'en prenne aux scientifiques. Après tout, il avait perdu ses pouvoirs de feu. Il ne pouvait donc plus se venger et voulait que le Jou en soit responsable. Hajime a ensuite ajouté que le scientifique a probablement placé les chaînes du Jou pour les perfectionner pour son propre usage, traitant le Jou comme un simple cobaye. Lorsque le Jou revint finalement dans sa cellule, tout le monde était heureux de le voir, sauf celui qui était bouleversé que le Jou les ait quittés. Cependant, il s'est calmé à nouveau peu de temps après. Les détenus ont rapidement raconté au Jou tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers jours, et le Jou a ressenti une grande vague de remords. Il leur a présenté ses excuses pour avoir perdu le contrôle et fait de nombreuses erreurs pendant le tournoi. Il a exprimé à quel point il était désolé pour toute la douleur qu'il leur avait causée. À un moment donné de la nuit, Rocky se réveille d'un cauchemar inquiétant sur son passé, mais malgré tout, il assure à Jugo qu'il va parfaitement bien. Il explique également qu'il est particulièrement excité car c'est aujourd'hui le jour où il recevra enfin son prix tant convoité, le célèbre four en pierre qu'il a demandé en récompense de sa récente victoire au tournoi. Pendant ce temps, dans une autre partie de la prison, le flotteur et Liang sont occupés dans leur cellule, s'entraînant et discutant des derniers développements. La conversation est interrompue lorsque le superviseur Inori apparaît. Elle les escorte hors du bâtiment et les emmène au bâtiment 13. Inori explique que Rocky a demandé à les voir et lorsqu'ils sont arrivés au nouveau bâtiment, Rocky les accueille et leur propose leur première tranche de pizza fraîchement cuite avec votre nouvelle acquisition. Four en pierre. Ils partagent avec impatience la pizza avec tout le monde. Pendant que les autres mangent, Liang est d'abord hésitant, mais avec les 12 encouragements des détenus de la cellule 13, il finit par céder et mange une tranche. À sa grande surprise, Liang trouve la pizza incroyablement délicieuse et l'apprécie bien plus que prévu. Rocky profite de l'occasion pour expliquer les avantages d'utiliser un four en pierre pour cuisiner et les autres, dont Yamato et Jugo, expriment leur appréciation pour la nourriture fantastique qu'il a préparée. La pizza préparée dans un four en pierre peut apporter une sensation de chaleur et de satisfaction à tous ceux qui la goûtent. Ne s'arrêtant pas là, Rocky propose également à Liang de la nourriture traditionnelle chinoise, provoquant une soudaine vague de nostalgie chez Liang. Les saveurs lui rappellent son chez-soi et il commence à se rendre compte qu'il n'avait jamais pris le temps de savourer ses repas, ni quoi que ce soit d'autre dans sa vie avant ce moment. Ému par la gentillesse manifestée, Liang admet enfin à quel point tout cela compte pour lui et en profite même pour s'excuser auprès de Rocky pour avoir été si distant et froid dans le passé. Rocky accepte ses excuses et souligne l'importance d'apprécier la nourriture que nous avons, une leçon qui résonne auprès de toutes les personnes présentes. Liang remercie encore une fois Rocky avant de retourner dans son immeuble, se sentant désormais plus connecté avec ses codétenus. Après le départ de Liang, Jugo réfléchit à la façon dont Rocky semble avoir changé récemment. Il note que le changement de Rocky est subtil, mais il est tout à fait visible qu'il a changé pour le mieux. Cette réflexion rappelle à Rocky son propre passé viol, en particulier les abus qu'il a subis de la part de gardiens cruels dans une ancienne prison. Il se souvient comment le Jou l'avait fait sortir de cet endroit terrible, puis lui avait offert un repas. C'était un repas qu'il mangeait à sa guise, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps et qui lui apportait un immense bonheur. Jugo, d'un autre côté, ne se souvient pas avoir fait quelque chose de particulièrement significatif pour Rocky, mais Rocky l'efface simplement avec un sourire, assurant à Jugo qu'il a fait plus pour lui qu'il ne le pense. Rocky ajoute ensuite qu'un jour, ils trouveront également la nourriture préférée de Jugo, faisant allusion à un avenir brillant et heureux à venir. Pendant ce temps, dans une autre partie de la prison, Nico subit un examen médical, comme il le fait chaque semaine. Il est allongé, se sent seul, triste et isolé. Son expression misérable a de quoi inquiéter même le robot infirmier qui s'occupe de lui. Et remarquant la tristesse de Nico, Uno lui propose de lui apporter des restes de nourriture. Lui, Jugo et Rocky se rendent à l'infirmerie pour rendre visite à Nico, et ils sont prévenus par le médecin de la prison qui déclare qu'ils ne peuvent pas laisser Nico faire trop d'exercice. L'humeur de Nico continue de décliner, ce qu'Uno et Rocky attribuent en plaisantant à sa femme, Kazari. Ses soupçons se révèlent exacts lorsque Kazari franchit radicalement le mur de l'hôpital, entrant dans la pièce et déclenchant immédiatement une petite dispute avec Nico devant l'infirmière robot. Malgré la bagarre, le robot infirmier parvient à calmer le coup. Kazari informe alors Nico que sa console de jeu est prête, suscitant son intérêt. Cependant, au lieu d'une simple console de jeu, Kazari révèle
qu'une salle d'arcade entière a été aménagée pour lui, à la grande joie et à l'enthousiasme de Nico. Il la remercie chaleureusement, mais elle fait une grimace désapprobatrice comme si ce n'était pas grave. Kazari demande alors à l'assistant pourquoi tous les autres détenus sont présents, notant que la salle d'arcade était censée être le prix de Nico. L'assistant explique que les autres détenus étaient très excités et voulaient voir par eux-mêmes le prix de Nico et n'ont pas pu résister à l'envie de participer. Nico, maintenant très excité, commence à jouer aux différents jeux d'arcade dans la salle et à un moment donné, il demande à Hajime et à l'assistant d'appeler un gars flottant car il a hâte de partager l'expérience avec lui aussi. Plus tard, l'homme flottant arrive, visiblement irrité par la convocation, mais son humeur change bientôt. Pendant ce temps, Hajime et le singe se lancent dans une petite compétition. Chacun se vante de ses propres prisonniers et ils se disputent donc pour savoir qui est le meilleur. Pendant tout ce temps, les prisonniers des salles 13 et 8 continuent de s'amuser avec divers jeux d'arcade. Dans une autre partie de la salle d'arcade, le garde commentateur tente de convaincre Jugo de participer à la fête. Nico finit par entraîner Jugo dans un jeu de grue où il nous montre comment jouer, remportant une poupée Jugo et la lui donnant. Jugo, quelque peu déconcerté, accepte le cadeau. Le gars flottant est également persuadé de jouer et bien qu'il ait perdu la première et soit frustré, son humeur change lorsqu'il finit par gagner une poupée dont il est très content. En fin de compte, Nico reçoit la console de jeu qui lui avait été promise, mais Nico, curieusement, la refuse. Il explique qu'il préférerait de loin avoir une grande salle d'arcade pour jouer avec ses amis plutôt qu'une seule console. Pendant qu'ils discutent, Nico raconte comment Jugo lui a fait découvrir la culture japonaise, notamment les mangas et les jeux vidéo, changeant complètement sa vision de la vie. Cette révélation laisse Jugo surpris car il ne se souvient de rien avoir fait de particulier, mais Nico lui assure qu'il a changé sa vie. Jugo, à son tour, exprime son intérêt à en savoir plus sur les jeux vidéo et demande à Nico de lui apprendre à jouer. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arcade, Jugo voit le type aux cheveux orange aller quelque part avec Kenshi. Il l'arrête rapidement, mais Jugo intervient, insistant sur le fait que le type aux cheveux orange n'est plus une menace depuis qu'il a perdu ses pouvoirs de feu. Et malgré ce que Jugo a dit, Uno reste prudent et insiste sur le fait que le type aux cheveux orange doit quand même s'excuser pour ses actions passées. Lorsque le garçon aux cheveux orange s'excuse, Uno lui pardonne immédiatement et l'invite à rejoindre tout le monde dans la salle d'arcade. Et Kenshi accepte de laisser le gars aux cheveux orange visiter la salle d'arcade, à condition qu'il révèle plus de détails sur son passé, laissant la porte ouverte à d'autres révélations sur l'avenir. Le garçon aux cheveux orange accepte de raconter à Kenshi son passé, en échange de la permission de passer du temps avec les autres dans la salle d'arcade. Il commence son histoire en expliquant que dès sa naissance, il était différent des autres. Il avait une température corporelle exceptionnellement élevée, bien au-dessus de la moyenne. Au début, ses parents lui ont dit que c'était quelque chose de très spécial, que sa chaleur venait du soleil et que c'était un cadeau. Ils lui ont assuré qu'il était le seul à posséder cette capacité et que c'était très spécial. Cependant, à mesure qu'il grandissait, la chaleur en lui devenait écrasante. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler et finalement, c'était comme si son propre corps brûlait de l'intérieur. Et bien qu'il ait subi de nombreux examens médicaux, son état n'a fait qu'empirer. L'absence de solution des médecins l'a rendu anxieux et, au fil du temps, il a commencé à souffrir de cauchemars chroniques. Sa vie est devenue de plus en plus difficile à gérer et un jour son corps a été consumé par des flammes qui l'ont entièrement recouvert, lui causant de graves brûlures. Les médecins ont classé son état comme une combustion humaine spontanée, mais personne n'a pu expliquer pourquoi cela se produisait ni comment l'arrêter. Pourtant, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Leur présence réconfortante était la seule chose qui le maintenait pendant ces temps sombres, et lorsqu'il grandit, il réussit à aller à l'université, mais les choses ne s'améliorèrent pas là-bas. Il a été condamné au harcèlement et à la peur, tout cela à cause d'un certain étudiant qui a commencé à répandre des rumeurs malveillantes à son sujet. Les rumeurs disaient qu'il avait incendié des mendiants et qu'un jour il pourrait brûler n'importe quel membre de la faculté, ce qui faisait craindre à tous les autres étudiants. Il a été évité et beaucoup ont commencé à le mépriser à cause de ses mensonges, ce qui l'a fait se sentir découragé et seul. Jusqu'au jour où il abandonna ses études et retourna chez ses parents, dans l'espoir de trouver un peu de réconfort. Mais quand il est arrivé, son monde s'est encore plus effondré. Il a trouvé sa maison en flammes et, à sa grande horreur, le même homme qui avait répandu des rumeurs à son sujet à l'université était là, l'accusant d'avoir déclenché l'incendie qui détruisait la maison de sa famille. La police est arrivée peu de temps après et, malgré son innocence, elle a cru au mensonge de l'homme et a commencé à l'arrêter. Paniqué, l'homme aux cheveux orange a résisté à son arrestation et, une fois de plus, son corps a pris feu. Lorsqu'il a pris feu devant les spectateurs, ceux-ci ont reculé de peur, le traitant de monstre. C'est à ce moment-là qu'il a perdu tout espoir et toute volonté de se battre, ce qui lui a permis d'être placé en garde à vue sans autre résistance. Au début, être en prison était un soulagement, comme un sanctuaire contre le monde extérieur. Il ne représentait plus une menace pour personne, du moins le pensait-il. Un jour, cependant, il fut approché par un homme mystérieux portant une cicatrice. Cet homme a promis de réparer son état et de le libérer de ses flammes incontrôlables. Désespéré de trouver une solution, le garçon aux cheveux orange accepta l'offre de l'homme. Mais au lieu de le réparer, l'homme balafré n'a fait qu'empirer les choses. Cela renforçait la capacité de l'homme aux cheveux orange à contrôler le feu, lui permettant d'invoquer et de manipuler les flammes à volonté sans subir aucun dommage physique. Et cela le mettait en colère parce qu'il voulait juste que les flammes disparaissent, pas qu'il ait plus de contrôle sur elles. Il voulait juste avoir une vie normale, loin du feu. Et lorsque le garçon aux cheveux orange a exprimé sa colère, ses plaintes ont été accueillies par un homme qui ressemblait à un elfe, un autre personnage impliqué dans tout ce complot. L'elfe a alors décidé d'ouvrir la bouche, révélant qu'il s'était fait passer pour un étudiant à l'université et que c'était lui qui avait piégé
piégé le gars aux cheveux orange et a dit que tout dans sa vie n'était rien de plus qu'un stratagème à utiliser. Lui dans ses expériences malignes. Enragé, le type aux cheveux orange attaqua l'elfe. Cependant, il fut facilement vaincu à l'époque. Ses flammes ont été coupées sans effort par un utilisateur de lame et dans la bataille qui a suivi, ses yeux lui ont été coupés, lui laissant une cicatrice permanente. Lorsque l'homme aux cheveux orange finit de raconter son histoire, il doute que quiconque le croira. Après tout, il n'a aucune preuve pour étayer ses affirmations. Malgré ses doutes, il exprime son soulagement de ne plus avoir le pouvoir de contrôler le feu car cette partie de sa vie est enfin derrière lui. Mais à la surprise générale, Kenshi croit à son histoire. Kenshi explique qu'avant de devenir gardien de prison, il avait travaillé comme policier, enquêtant sur des affaires impliquant des détenus utilisés à des fins d'expérimentation humaine. Il a démissionné de la police lorsque personne n'a cru à ses affirmations et est devenu gardien de prison pour poursuivre sa quête de justice à l'intérieur. Kenshi promet au garçon aux cheveux orange qu'il contribuera à dénoncer les personnes qui l'ont agressé et à veiller à ce qu'elles soient traduites en justice. Les deux se serrent la main, formant un lien inattendu autour de leur désir commun que la vérité soit révélée. Pendant ce temps, ailleurs dans la prison, Uno et le joli garçon sont au milieu d'une vive dispute. Uno a invité les détenus du bâtiment 3 à visiter sa nouvelle salle d'arcade, mais le joli garçon n'en est pas content. Malgré le combat, l'ami d'Uno l'entraîne vers la pièce vide. Une fois sur place, Uno explique qu'il souhaite que la construction de l'arcade soit un effort de collaboration entre les détenus plutôt que quelque chose qu'il fait seul. Hajime, Yamato et l'assistant arrivèrent, apportant avec eux un ensemble de meubles achetés avec l'argent qu'Uno avait gagné. Peu de temps après, le singe entre dans la pièce avec les détenus de Cella 8, portant une vieille table mahjong. Au moment où il s'installe, le garde commentateur arrive en grand, renversant plusieurs personnes avec sa grande collection de jeux qui comprend des jeux de fléchettes, des tables de billard et bien plus encore. Les détenus sont excités, tandis qu'Hajime, comme toujours, est irrité par le chaos. Les beaux garçons impressionnent les autres en montrant leur talent de fléchettes et de billard. Peu de temps après, Kenshi arrive, amenant le garçon aux cheveux orange pour qu'il puisse se joindre à la fête. Plus tard, Hajime ordonne à tout le monde de retourner dans sa cellule, mais cet ordre se heurte aux protestations et à la résistance des détenus qui profitent de leur temps à l'arcade. Cette nuit-là, le Jugo et l'un s'assoient ensemble, réfléchissant aux événements de la journée. Jugo, se sentant coupable, se demande s'il mérite de s'amuser autant, compte tenu de la vie qu'il a menée et du temps qu'il a passé en prison. Uno, avec son manque de tact habituel, souligne les raisons pour lesquelles Jugo ne le mérite peut-être pas, mais ajoute rapidement que malgré son passé, Jugo est toujours une bonne personne. Il l'encourage à socialiser davantage et à apprendre à profiter de la vie, même s'il est en prison. Encouragé, Jugo quitte sa cellule et sort, où il contemple le ciel nocturne dans un rare moment de joie et de liberté. Mais leur moment de paix est bientôt brisé par l'apparition malvenue de ce type qui ressemble à un elfe. L'elfe se moque de Jugo, lui disant d'arrêter de le faire rire. Le Jugo ne le reconnaît pas et alors il est confus, il se retourne avec colère et l'elfe se téléporte vers un réservoir d'eau à proximité, amusé par l'expression de son visage. Il laisse entendre qu'ils ont joué ensemble dans le passé, laissant Jugo avoir du mal à s'en souvenir. L'elfe se téléporte à nouveau, semblant poignarder le Jugo, mais ce n'est qu'une illusion. L'elfe continue de se téléporter, demandant si Jugo se souvient de l'homme qui a tout risqué pour le protéger. Jugo, frustré, exige que l'elfe arrête d'être énigmatique et s'explique rapidement. Au lieu de cela, l'elfe continue de narguer Jugo, l'appelant spécimen 15 et insistant pour qu'il utilise les armes qui lui ont été données pour collecter plus de données. Le Jugo maudit l'elfe, refusant de faire du mal aux autres avec les lames qui lui sont imposées. L'elfe désormais furieux plaque le Jugo au sol et lui met un couteau dans la main, lui ordonnant d'arrêter d'insulter son maître. Alors que l'elfe se plaint de la façon dont il aurait dû tuer Jugo plus tôt, Jugo a un flashback d'un homme sacrifiant sa vie pour l'aider à s'échapper. Enragé, l'elfe menace de tuer tout le monde autour de Jugo, même si sa mission est de récupérer uniquement le cerveau de Jugo. Il parvient à désespérer Jugo et il utilise donc son pouvoir, mais le contrôle cette fois, se libérant et brisant l'arme de l'elfe. Cependant, ce n'était aussi qu'une autre illusion. Et maintenant, satisfait de la collecte de données, l'elfe se prépare à partir, demandant à Jugo d'utiliser davantage ses lames. Et lorsque Jugo s'interroge sur le fou avec la cicatrice sur le cou, l'elfe refuse de donner la moindre information à un sujet de test, mais il prévient qu'il reviendra et menace même de transformer les amis de Jugo en rats de laboratoire. Cela dit, il saute, promettant de leur rendre visite à nouveau. Secoué, Jugo craint pour la sécurité de ses amis et le lendemain, Rocky remarque quelque chose d'étrange, mais Jugo insiste sur le fait qu'il va bien. Cette nuit-là, déterminé à les protéger, Jugo décide de quitter définitivement la prison de Nambaka. Cependant, Uno, Nick et Rocky se réveillent, impatients de le rejoindre. Lorsque l'alarme de la prison se déclenche, la prison de Nambaka passe évidemment en mode sécurité, mais Jugo atteint la dernière porte pour trouver Hajime qui l'attend. Pour protéger ses amis, Jugo les enferme à l'intérieur et se prépare à affronter Hajime seul. Jugo et Hajime s'engagent dans un combat acharné, libérant tous deux toute leur force. Et juste avant que les choses n'empirent encore, la porte s'ouvre, permettant à Uno et Rocky d'intervenir. Ils arrêtent le combat et rappellent à Jugo la promesse qu'ils ont faite, et réalisant qu'il ne peut pas abandonner ses amis, Jugo promet de les protéger et de ne plus jamais s'enfuir. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, on voit une prison bien plus sinistre, qui est Nambaka. Il s'agit véritablement d'une prison top secrète, saluée comme la première au monde, et personne ne s'en est jamais évadé. Et maintenant, la seule chose que nous nous demandons est-ce là que se trouve le véritable ennemi de Jugo? Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, d'aimer cette vidéo, de partager, d'interagir, de faire tout ce qu'il y a à faire là-bas. Un gros bisou à tous, au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ma voix est partie.